L'international est là, mesdames et messieurs, vous le savez, l'international est l'émission qui vous permet de savoir un peu la place de la RDC à travers le monde. Je le dis et je le redirai toujours, la RDC ne vit pas en vase clos. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle et de l'impact de la femme dans la politique active. Et pour ce, je reçois la seule candidate au présidentiel de notre pays, Madame Marie-Josée Ifoukou. Et avec elle, nous allons parler un peu du rôle et de l'impact de la femme congolaise en politique et de la femme en général à travers le monde, parce que c'est l'international. Très heureuse de vous recevoir, Madame Ifoukou. Bonjour. Nous allons parler du rôle et de l'impact de la femme dans la politique active. Vous êtes la seule candidate retenue pour les présidentielles dans notre pays. Est-ce que pour vous, les autres femmes à travers le monde qui sont devenues chefs d'État, il y en a quand même, est-ce que cela vous a inspiré ou c'est une expérience personnelle, vous voulez expérimenter quelque chose? Bien sûr que cela m'a inspiré à voir d'autres femmes dans d'autres pays être présidente de la République. C'est clair que ça n'a pu que m'inspirer, me donner le courage de pouvoir le faire, bien que chez nous le taux est encore faible. Mais c'est vrai que dans d'autres pays aussi occidentaux, il n'y en a pas. Je pense qu'en France, il n'y a jamais eu de femmes. Les Français sont un peu machos encore. Hein, donc... ça a l'air. Les États-Unis aussi. Donc c'est vrai que dans plusieurs pays, c'est quand même surprenant, de pays très développés, on ne voit pas encore des femmes président de la République. Aux États-Unis, on a cru vraiment cette fois-ci. Hillary Clinton, c'était vraiment beaucoup y ont cru, mais c'est quoi? C'est l'homme qui n'est pas capable de se voir dirigé par une femme, selon vous, même dans ces pays dits démocratiques? Oui, je pense aussi. L'homme est très très macho, mais la femme aussi n'aide pas. C'est démontré partout dans le monde qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est vrai que la femme aussi semble ne pas trop y croire. C'est ça qui est dommage aussi. Donc pour vous, ce ne sera pas facile. Donc les Congolaises ne vous voteront pas parce que vous êtes femme. Non, c'est pas ça. Bon, moi je ne parle pas des Congolaises. Là, je parlais d'abord d'une manière générale. En général. Mais les Congolaises peuvent être aussi comme n'importe quelle femme dans le monde. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être différent pour les Congolaises. Parce que nous, on a une autre histoire. Ailleurs, ils ont eu une histoire où les hommes ont dirigé, mais leur pays a changé. Mais nous, les hommes ont dirigé, mais le pays n'a pas changé, bien au contraire. On est dans un gouffre noir total. Donc ici au Congo, je pense que c'est différent. Donc pour vous, vous avez l'impression que quand vous deviendrez président de la République, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Est-ce que la femme va diriger avec son cœur, en général la question? Est-ce que la femme dirige avec son cœur ou avec sa tête? Parce que les hommes reposent ça aux femmes, nous sommes trop émotives, nous nous impliquons trop, nous réfléchissons trop avec notre cœur. Est-ce que Madame Ifoukou est pareil? Vous allez mettre vos sentiments de femme, de mère, avant celui de président? Non, mais c'est clair, c'est notre nature, donc on ne sait pas régner sa nature. C'est pour ça que moi je parle toujours de la gestion féminine, du leadership féminin. C'est clair qu'on va dire les choses avec notre cœur. On n'a pas le choix. Dieu nous a fait ainsi. Et c'est très important d'ailleurs. C'est pour ça que je voudrais que l'homme comprenne que lorsqu'une femme se lève, lorsqu'une femme décide de gérer, elle va apporter beaucoup dans la société. Elle apportera beaucoup au niveau social. Et moi je pense que c'est un grand équilibre. Et nous, le Congo, aujourd'hui, on en a besoin. Et donc être une femme à la tête d'un pays, ça ne pose pas un problème. Un véritable chef, c'est un chef qui sait s'entourer. Et quand on est bien entouré, on a toutes les intelligences. Revenons en RDC. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des candidates. Hein. Déjà en 2006, en 2011, il y a eu des candidates. Mais en 2011, en 2006. En 2006, pas en 2011. Mais ça ne marche pas. Les femmes, pourquoi les femmes congolaises ne croient pas aux femmes qui s'impliquent comme ça en politique? En 2006, il y en avait beaucoup, si je me rappelle, 3 ou 4 femmes. Aujourd'hui, vous êtes la seule. Quel est le message que vous lancez aux femmes? Vous leur dites, votez-moi parce que je suis femme ou quoi? Quel est vraiment le message pour que les femmes croient en vous? Ici en République démocratique. Mais déjà en 2006, moi je pense qu'on était dans un autre contexte. C'était notre première expérience démocratique où il y avait les premiers scrutins. Et donc c'était vraiment une première expérience. Donc c'est vrai que ça n'allait pas être facile pour les femmes de passer directement. Mais après 2 expériences comme ça, là on arrive à la 3e. Je pense que la femme elle-même s'est rendue compte aujourd'hui que avec toute la misère, tous les problèmes économiques que nous avons aujourd'hui, elle a compris que c'est elle qui porte le poids de la société. Et il n'y a qu'une femme qui peut la sortir de là. Dans notre contexte aujourd'hui, il n'y a qu'une femme qui a compris cela, une femme engagée, une femme déterminée. Moi, je crois en cette femme-là aujourd'hui, la femme congolaise de moi. Je crois en elle. Elle peut comprendre maintenant aujourd'hui que c'est à travers une femme que les choses peuvent changer. Il y a l'adage, Madame Ifoukou, derrière un grand homme se cache une femme. Alors derrière une femme, il y a qui? Puisque la femme est déjà derrière. Alors derrière la femme, il y a qui? Parce que l'homme n'aime pas être derrière. Derrière la femme, il y a qui? Dans mon cas, d'abord, je parle toujours de Dieu.
Parce que moi, c'est Dieu qui m'a donné cette force-là. De moi-même, je n'aurais pas été capable de me lever pour le faire, mais c'est ma foi en Dieu qui m'a donné cette force-là. Mais je peux aller directement, moi quand je parle de l'homme et de la femme, pour moi c'est le même être. La femme est sortie de l'homme. Donc on dit que derrière l'un et l'autre, pour moi ça marche. Parce que la femme est sortie de l'homme. Donc ils sont vraiment complémentaires, ils sont unis. Donc quand je parle de Dieu d'abord, qui m'a inspiré, qui m'a donné cette envie-là, cette force de me lever pour me battre pour les miens, j'ai mon mari aussi qui est à côté de moi, qui m'accompagne dans ce grand combat. Votre mari vous accompagne. Est-ce qu'il comprend, parce que les femmes congolaises se plaignent de dire que leur mari, de fois, leur interdisent de faire la politique active. Il y en a beaucoup qui ont envie de le faire, mais leur mari disent non, niet la politique, c'est vraiment un fourre-tout. La politique, c'est là où vous allez vous dévergonder, permettez l'expression, là où les femmes font du n'importe quoi dans la politique. Est-ce que votre mari comprend ce combat? Mon mari comprend. Déjà, grâce à ma culture, il me connaît, il connaît ma culture, il sait d'où je viens. Il connaît mes combats. Depuis qu'il me connaît, il connaît mes combats. Et il m'a accompagné dans ce combat-là. Il connaît aussi ma foi, mon souci des autres, mon amour pour les autres. C'est vrai que j'aime beaucoup parler de l'amour. Hein, et je voudrais que les gens le comprennent. Parce que c'est comme si en politique, on ne doit pas parler d'amour, on ne doit pas parler de cœur. Tout à l'heure, la politique ne déshumanise pas la femme. On peut le dire, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'on peut garder... Je vous ai dit, enfin peut-être pas vous, j'ai eu à parler de ça pour dire, moi, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait la paix avec moi-même. Donc quand on se connaît, on est bien dans sa peau. On sait qui on est, le monde ne peut pas nous perdre, le monde ne peut pas nous avoir. Donc moi, je sais pourquoi je me suis levé, je sais pourquoi je suis entré en politique. Moi, je ne suis pas entré en politique pour chercher un emploi. Déjà, c'est ça toute la différence. Les femmes ont du mal de fois parce qu'elles cherchent un emploi, comme n'importe qui d'ailleurs. Hein. Et c'est là que ça devient difficile avec les abus qu'on peut connaître, l'harcèlement, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pour ça que tout le monde pense que c'est un monde sale, c'est un monde difficile pour les femmes. Et nous, nous voulons relever ce défi-là parce qu'on sait qu'il y a des femmes capables. On sait qu'il y a des modèles de femmes qui peuvent aussi réaliser des grandes choses. Et peut-être qu'elles ont peur, peut-être qu'elles n'osent pas. Et elles ont peur parce qu'on les insulte aussi. C'est vrai que ce n'est pas un monde difficile. Mais quand on a la tête sur les épaules et on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on va, oui, c'est possible. Vous avez mis l'accent sur le harcèlement. C'est vrai que dans le monde, que ce soit dans n'importe quel domaine, les femmes sont victimes du harcèlement. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça aussi, Marie-Josée Foucault? Ce harcèlement, c'est vrai que vous êtes entouré que d'hommes. Hein? Il y a 20 candidats hommes. Comment ils vous traitent? Vous êtes sur le même pied d'égalité? Est-ce que vous regardez un peu avec condescendance et disent, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle veut et tout ça? Quelles sont vos relations avec les 20 autres candidats? Mais il n'y a pas qu'avec les 20 autres. Je voulais justement parler un peu. L'harcèlement, on le vit, c'est vrai. Mais nous ne devons pas favoriser l'harcèlement. Je parle souvent en milieu de travail, l'accoutrement de la femme joue un grand rôle. Notre comportement, notre tenue doit aider aussi pour calmer les ardeurs des hommes. Et notre attitude est très importante. Mais malgré cela, ils osent quand même. Parce que moi aussi, j'ai connu l'harcèlement, j'ai eu à les dénoncer, j'ai eu à écrire. Alors imaginez si à mon niveau, gouverneur, vous êtes dérangé, harcelé, et toutes les autres femmes savent qu'elles doivent subir. J'ai eu des jeunes filles qui ont eu à m'écrire par rapport à cela. Et donc nous devons faire un travail là-dessus. Il y a un grand travail à faire par rapport à tout cela. Et moi j'encourage les femmes justement de ne pas baisser les bras. Parce que si on ne le fait pas, s'il y en a qui n'osent pas se lever pour se battre, on va perdurer là-dedans. Et aucune femme n'osera se battre, aucune femme osera aller jusqu'où moi je suis arrivé. Et j'ai dit ça, on avait une réunion avec ONU Femmes, avec toutes les femmes, toutes les tendances confondues. Et j'ai essayé de faire comprendre ça à la femme. Genre balance ton porc, c'est ça un peu. Les femmes doivent faire ça, balancer leur porc. Est-ce que c'est pas aussi les mettre en danger? Parce que les femmes se disent, si je balance mon porc, je perds mon travail, je perds mon travail, je le dis, je perds le regard bienveillant des hommes, on me regarde autrement et tout ça. Comment la femme peut vaincre ce... Est-ce qu'il faut une loi vraiment quand vous serez président de la République? Est-ce qu'il faut une loi pour protéger les femmes qui balancent leur porc? Définitivement, il faut une loi pour la protéger. Il faut cette loi-là parce que ou sinon, elles n'ont pas le choix. Elles subissent, elles acceptent des choses de fois inacceptables parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ont besoin de ce travail-là pour se nourrir, pour nourrir une grande famille qui est derrière elles. Donc, je pense que dans certains cas, elles cèdent, et souvent d'ailleurs, elles doivent céder à ce harcèlement. Et donc, des femmes comme nous, qui sont combattantes, qui sont déterminées, qui sont engagées justement, c'est un bel exemple pour ces femmes-là pour pouvoir les aider. C'est pour ça que moi j'ai dit aux femmes la dernière fois, c'est maintenant ou jamais. Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. Parce qu'avec une femme à la tête du pays aujourd'hui, c'est clair qu'on va se battre pour faire respecter la parité. Donc les femmes n'auront pas besoin de vendre leur corps pour, pour avoir un travail
de leur niveau. Elles n'auront pas besoin de vendre leur corps. La parité sous d'autres cieux, l'international, c'est ça. Il y a des gouvernements, d'ailleurs, il y a le tout dernier gouvernement dans un pays, je crois que le pays m'échappe, il y a eu la parité de 50-50. Il y a eu un gouvernement 10 femmes, 10 hommes. Mais chez nous, nous avons ne fût-ce que le 30% prévu par la Constitution. Non, 50%. C'est aussi 50%. C'est la parité, c'est 50-50. On ne le respecte même pas. Alors, Marie-Josée Foucault, comment vous allez faire pour inciter ces femmes-là à venir en politique? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a trop de pesanteurs. Beaucoup de femmes se disent, moi, la politique, en tout cas active, non merci, je ne les ferai pas. Alors, comment vous allez vous battre pour cet appel-là aux femmes pour venir en politique? Non, mais c'est clair que Marie-Josée Foucault, présidente de la République, ça va être plus facile pour toutes ces femmes-là, puisqu'il n'y aura plus de barrières. Elles ne viennent pas, comme vous venez de le dire tout à l'heure, parce qu'on a dit que c'est un monde sale, c'est un monde où on doit céder à des caprices des hommes, à des harcèlements. Mais là, c'est une femme qui est à la tête d'un pays. C'est une femme qui va créer un espace, qui va promouvoir la femme, qui va promouvoir la jeune fille. Donc, ça devient plus facile pour la femme. Donc, si elle mérite, si elle a le niveau, elle a les compétences, mais c'est clair qu'on va lui donner sa place. Elle n'aura pas besoin de se vendre, justement, avec une femme comme moi à la tête de pays. Ça va encourager les femmes à oser, à oser se positionner, justement, puisqu'il n'y aura plus de conditions pour le faire. Vous avez parlé des compétences. Moi je ne rebondis que sur vos propos. Vous avez parlé de la compétence de la femme. Et beaucoup des hommes nous disent, non, est-ce que vous allez voter Marie-Josée Foucault simplement parce que c'est une femme? Alors les compétences. Est-ce que les femmes aujourd'hui, que doit-elle faire comme étude et tout ça pour faire valoir leurs compétences? Parce que la femme doit prouver doublement, Marie-Josée Foucault doit prouver doublement qu'elle est compétente par rapport aux 20 autres candidats. On ne pose jamais cette question aux candidats, aux autres. Est-ce que vous êtes compétent? Quelles études vous avez faites? Mais vous, on doit vous poser cette question. Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce que ce n'est pas une promotion canapé? Est-ce qu'il y a derrière elle? Est-ce que beaucoup de choses se disent, hein. Je suis avec vous. Moi, je ne mâche pas mes mots. On dit, il y a les services qui sont derrière Marie-Josée Foucault. Elle est propulsée. J'ai même ouï dire qu'elle est propulsée par l'Ouganda. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à vous. Parce qu'elle est trop belle, et il y a quelqu'un qui la soutient derrière. Donc, la compétence de la femme par rapport à tout ça, que doit-elle faire comme étude? Ou doit-elle aller jusqu'au bout pour prouver ses compétences-là? Moi, c'est ce que je viens de vous expliquer. Qu'elles soient en paix d'abord avec elles-mêmes. Moi, je ne pense pas qu'on doit trop se battre pour prouver quoi que ce soit. En tout cas, personnellement, ça n'a pas été une fixation pour moi. J'ai expliqué un peu, excusez-moi, mon parcours. Quand je suis revenu au Congo, j'ai dû recommencer ma vie à zéro. Et j'ai recommencé comme tout le monde à un niveau à basse échelle. Et j'ai accepté de le faire. Parce qu'il faut être aussi humble, il faut accepter ce qui se présente devant nous. Et moi, j'ai accepté sans problème. Donc, moi, j'ai pas eu à faire ce travail-là. C'est ça que je voudrais faire comprendre aux femmes. Parce que si on entre dans cette compétition, dans cette compétitivité avec les hommes, on va vouloir devenir la femme que les autres femmes détestent. Expliquez un peu. Parce que le jeune vous devez prouver que vous êtes... Comment la femme doit prouver qu'elle est intelligente ou elle doit simplement vivre son intelligence tout simplement? Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Moi, je n'ai pas besoin de prouver. Je le vis. J'ai travaillé dans une multinationale, dans 3 multinationales d'ailleurs. J'ai travaillé, donc là-bas, il n'y a pas une histoire de promotion canapé ou quoi que ce soit. Tu fais tes preuves. J'ai travaillé durement. Vous savez, quand vous avez vécu en Occident, vous devez gagner comment dire, votre pain à la sueur de votre front. Il n'y a pas le temps de jouer, il n'y a pas de $100 qui vous attend, un ami ou une amie qui va vous le donner facilement. Vous devez travailler. Et nous avons connu ça, nous qui avons vécu à l'étranger, où vous travaillez, des fois vous pouvez avoir 2 jobs et ce n'est pas facile. Quand je suis revenu ici, j'ai recommencé comme chef de produit et j'ai travaillé dur. Pendant que d'autres s'amusaient, pendant que d'autres faisaient autre chose, en combien de temps? 12 ans, 14 ans, les mêmes personnes que j'ai connues quand j'ai commencé mon travail sont toujours au même poste parce qu'ils ne se battent pas. Et moi, c'est ça que je voudrais faire comprendre aux gens. Il ne faut pas regarder les autres, que ce soit un homme ou une femme. Regarde, tu dois avoir un objectif toi-même, tu dois être déterminé. Moi, ça ne m'intéressait pas de rester à ce niveau-là. J'avais été déjà directeur auparavant et redevenu chef de produit, j'ai dit je ne vais pas rester à ce niveau-là. Donc, je me suis battu en une année. J'ai fait des ventes extraordinaires que l'entreprise n'avait jamais connues. Et l'année d'après, je suis devenue directrice commerciale. Et j'ai travaillé durement pendant 3 ans. Après, je suis devenu directeur général adjoint et ensuite directeur général. Donc, je ne me suis jamais posé la question de savoir je suis une femme, je suis un homme. Moi, ça ne m'a jamais préoccupé personnellement. J'ai travaillé. Est-ce que l'ambition d'une femme ne peut pas tuer sa féminité ou quand elle est mariée, par exemple, tuer son ménage, créer beaucoup de problèmes dans son ménage? Vous serez président de la République. Je vous le souhaite. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, je voterai pour une femme. Donc, vous serez candidate président de la République. Est-ce que cela ne diminuerait pas
votre mari? Parce que beaucoup de hommes ont peur de ça. Ils vont se dire, ma femme est présidente, qu'est-ce que moi je vais devenir? Peut-être le comportement de la femme va changer aussi par rapport à son homme. Elle se dit, c'est moi la présidente, hein, je dis où c'est tout ça. Alors là, comment la femme doit jongler avec tout ça, Madame Ifoko? Moi, il faut faire la part des choses. Devenir président de la République, il y avait une publicité au Canada qui disait quand on gagne l'auto, ça ne change pas le monde. Mais pour moi aussi, sincèrement, ça ne change pas le monde. Devenir président de la République, je ne le vois pas comme ça. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de waouh, non. C'est une responsabilité, une lourde responsabilité. Décider de prendre en main l'avenir de 80 et quelques millions de personnes. Donc, ce n'est pas waouh. C'est waouh plutôt, c'est une lourde charge. C'est comme ça que je le vois. Donc, à la maison, on a déjà une façon de vivre qui fait qu'on a un personnel, on est déjà structuré, on est déjà organisé. Au début, peut-être ça pouvait ne pas être facile. Mais aujourd'hui, avec le temps, on est déjà structuré. Donc, il y a tout un personnel qui est déjà là, qui sait ce qu'il doit faire. On a déjà réglé beaucoup de problèmes. La question que vous posez est très importante dans un nouveau ménage. Je peux comprendre cela. Mais nous, après autant d'années, vous vous êtes structuré à un moment donné. Le mari a dû comprendre que ma femme travaille. Votre ambition ne dérange pas votre mari du tout. Il vous pousse d'ailleurs à devenir président de la République. Il a toujours su que mon souci était de travailler pour le peuple congolais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il apprend comme ça. Il se réveille un matin, madame décide d'aller travailler dans la politique. Non, il a toujours su que peu importe ce que je faisais, avec la misère que je côtoyais tous les jours, je disais, il faut que j'entre en politique parce que c'est là que se prennent les décisions, c'est là qu'on peut apporter le changement dans ce pays. Donc, il l'a toujours su. Ça ne nous pose pas un problème, on vit avec ça. Vous vivez avec ça. Oui. Madame Ifoko, seule candidate président de la République, entre un peu dans l'actualité. J'ai lu l'actualité dernièrement, vous vous sentez menacé, on vous menace par-ci, par-là et tout ça. J'y reviens à la question. Comment vous vivez ça personnellement avec votre mari, avec vos proches et tout ça? Toute cette tension-là, parce que quand vous n'étiez pas candidate, vous étiez calme, vous pouvez sillonner le pays tranquillement. Mais aujourd'hui, on vous interdit même de sortir du pays. Comment vous le vivez personnellement? Vous dites tout ça pour ça, en fait? Non, je ne dis pas tout ça pour ça, mais au moins, ça me donne une raison de continuer ce combat. Je dis ça en vaut la peine. Si, à mon niveau, candidate à la présidentielle, je vis toutes ces tracasseries-là, que le peuple congolais, à n'importe quel niveau, vit ça. Et c'est ça le problème de notre État. C'est ça d'ailleurs mon programme, mon projet de société repose essentiellement sur la réorganisation, la refondation, la restauration de l'autorité de l'État. L'État congolais n'est plus un État, c'est de la tracasserie pure et simple. Et à l'intérieur du pays, c'est pire. Donc vous comprenez, ce que je vis là n'a aucun sens. Je pars tout bonnement traverser pour aller à Brazza et on m'empêche de sortir. On me dit j'ai besoin d'une autorisation de sortie. Depuis quand? Je venais de sortir d'être à Brazza il y a quoi, 2 mois et demi à peu près, juste un peu avant de poser ma candidature. Aucun document ne m'a été demandé. Avec le même passeport, j'ai traversé. Quel passeport? Parce que quelqu'un m'a soufflé à l'oreille. Moi, je le dis toujours sur le net que je vais recevoir telle personne. Quelqu'un m'a soufflé et m'a dit, mais elle a son passeport canadien. Alors, c'est ça le problème. On lui a arraché son passeport canadien, tout simplement. J'ai appris que la DGM, je viens de lire ça quelque part, que la DGM l'a dit. Mais je peux me permettre de le dire ouvertement, c'est des menteurs. C'est honteux. Vous n'avez pas un passeport canadien? Non, mais puisque, comment voulez-vous que j'ai un passeport canadien si j'ai renoncé à ma nationalité? Ce n'est pas un jeu. Vous voyez, le problème c'est que le Congo, on ne croit plus en rien. C'est tout ça là qui devient un poids pour moi personnellement. On ne croit plus en rien. Même quand on démontre clairement, j'ai fait passer les documents, j'aurais dû vous les emmener pour que vous voyez. J'ai renoncé à cette nationalité-là. Et je comprends que certaines personnes n'arrivent pas à y croire. Parce qu'ils ne connaissent pas une personne qui l'a fait. Je pense que je suis la seule personne qui a renoncé à une nationalité étrangère, une aussi belle nationalité que la canadienne. Je crois que j'ai créé un précédent dans notre pays, je pense. Il faudrait quand même fouiller, mais je vais m'en occuper personnellement. J'ai renoncé à cette nationalité-là, madame. Je vous dis la vérité. Ce n'était pas une décision facile pour moi. Mais je comprends le Congolais. Nous rêvons tellement d'ailleurs. Nous rêvons tellement d'autres pays que nous ne comprenons pas que nous avons un pays en or. Marie-Josée Ifoko a bel et bien renoncé à cette nationalité-là et ce n'est pas un jeu. Je ne pense pas que les autorités qui sont en place me l'auront pardonné si je trichais. Je ne suis pas avec eux. Si j'étais avec eux, peut-être qu'ils allaient me couvrir. Mais je peux vous rassurer, madame, et si vous le voulez, à vous personnellement, je peux. Mais c'est passé sur l'émission La Portrait. Oui, même actualité précédée. J'ai montré les images. Okay. Quand je l'ai fait, même les Congolais qui travaillaient à l'ambassade à l'époque, mais madame, vous êtes folle. Moi, j'ai dit, mais non, c'est un choix que j'ai fait. Moi, j'ai dit, il faut savoir faire des choix dans la vie. J'ai fait le choix de pouvoir un jour diriger ce pays. Alors, pour le faire, il faut respecter nos textes légaux.
Et dans nos textes légaux, pour diriger un pays, nous devons avoir la nationalité congolaise d'origine. Donc, on ne peut pas avoir la double nationalité. Il fallait prendre ce courage-là à deux mains. Moi, à l'époque, comme je priais, j'étais en pleine prière, j'ai appelé ça mon Isaac. J'ai renoncé à cette nationalité-là. Et lorsqu'on m'a envoyé les documents, 10 mois plus tard à peu près, je crois, c'était pas facile. Je dois vous l'avouer. C'était comme un déchirement, mais je l'ai assumé. Et puis voilà, c'est passé. Aujourd'hui, je suis pleinement congolaise. Et pour revenir à la DGM, j'avais mon passeport congolais. J'ai reçu le laissez-passer ce jour-là. Et c'est avec ça que je traversais. La double nationalité, Marie, vous avez renoncé. Ça a été un déchirement. C'est comment les Congolais se battent pour obtenir une nationalité, vu les facilités. On sait comment c'est. Il y a des Africains de par le monde qui meurent pour accéder à l'Eldorado, moi je l'appelle, peut-être au paradis selon certains. Mais cela nous pousse à vous poser cette question sur la double nationalité. Marie-Josée Ifoko, président de la République. Vous allez tabler sur cette question pour que les Congolais, d'autres Congolais ne puissent pas renoncer à leur autre nationalité. Je vais tabler sur ce problème qui semble être très important pour le Congolais. Monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir droit à la double nationalité et voyager, bouger comme ils veulent. Mais ceux-là qui veulent travailler en politique, moi je dirais non. Regardez le cas de... Il faut mettre des barrières, des garde-fous, comme aux États-Unis. Mais regardez Manuel Valls, comment pouvez-vous expliquer un monsieur qui était Premier ministre dans un pays en France et maintenant qui va être maire de Barcelone? Je trouve que ça n'a aucun sens, c'est pas sérieux. Vous connaissez les grands secrets de la France et puis subitement vous changez de casquette, vous devenez espagnol. Moi personnellement, il est espagnol d'origine. Hein? Oui. Donc, il redevient. Il veut rendre... Chez eux, ils ont la double nationalité. Mais justement, c'est un problème. C'est un problème. Nous sommes un jeune pays, nous ne pouvons pas jouer ce jeu-là. Ceux qui veulent aller en politique doivent s'assumer. Vous voulez être congolais, vous voulez défendre les couleurs congolaises. Pourquoi prendre une double nationalité? On devrait garder la double nationalité pour monsieur, madame, tout le monde. Toute personne qui sont dans les affaires, qui ne sont pas... Oui, toute personne, monsieur, madame, tout le monde. Mais pas dans la politique. Pas les députés, Pas dans la politique. Ce sont des secrets d'État, nous devons les protéger. Nous devons protéger notre pays, construire d'abord notre pays, avoir une administration assise. Et ensuite, après, on pourrait s'ouvrir au niveau politique au monde. Mais la double nationalité, oui, je suis parfaitement d'accord. Mais comme je vous ai dit, pour monsieur, madame, tout le monde, mais pas à ceux-là qui veulent aller en politique. Vous avez été au Canada, vous avez vécu longtemps au Canada. Faites-nous, madame, une petite étude comparative entre la Canadienne et la Congolaise. Quelle est la femme la plus battante? Moi, j'aime les comparaisons. Pardon. Oui. La femme la plus battante, la Congolaise ou la Canadienne, selon vous? Wow. Une belle question. Hein? J'aimerais bien savoir. La Congolaise est une femme, une vraie battante. Mais malheureusement, une véritable battante, mais pour peu de résultats. Elle se fatigue vite, elle se dit non. Pas qu'elle se fatigue vite, elle fait beaucoup d'efforts physiques pour chercher des solutions à ses problèmes, pour pouvoir nourrir sa famille, pour trouver des... Mais pour un petit résultat. Tandis que la Canadienne aussi, c'est une femme qui est différente. Là, on ne peut pas comparer, on peut pas vraiment les comparer dans quel sens. Nous nous battons pour une survie. Les besoins primaires ne sont pour vraiment. Manger, éduquer les enfants. Vraiment à un niveau tellement bas au niveau comme un... J'aime pas dire ça, mais c'est... Oui, comme un animal, il faut le dire, pour choquer l'opinion. Oui, nous vivons comme des animaux, il faut le dire. C'est une honte, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une honte que de voir manger devient la préoccupation d'un être humain chaque jour, alors que nous sommes dans un pays, je ne cesse de le dire, scandaleux à tous les niveaux. Donc c'est pas normal que manger pour nous soit un luxe. Manger 3 fois par jour, c'est un luxe. Et j'essaie de faire comprendre ça aux Congolais. J'aimerais tellement que les Congolais comprennent mon souci, comprennent pourquoi Marie-Josée Ifoko s'est levée. On ne peut pas, c'est une honte. C'est une honte aujourd'hui d'avoir un pays aussi tellement riche où tout le monde vient puiser. Au niveau, tu vois, ce que les gens viennent puiser aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas besoin de regarder ça encore. Tout ce qui est cobalt, tout ce qui est notre richesse du sous-sol. C'est même pas une urgence pour nous de regarder à cela aujourd'hui. Mais même les richesses élémentaires, je dis, parler de notre sol. On a un sol tellement riche qu'on ne peut pas mourir de faim. On a des eaux dans toute la République. On ne peut pas manquer du poisson. L'élevage, nous même de l'eau dans les robinets. Il y a des quartiers où ça fait des mois et des mois. Donc, vous voyez que le problème congolais, c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de ressources. Le véritable problème, c'est l'homme congolais. Parce que tant qu'il n'y aura pas un véritable visionnaire, tant qu'il n'y aura pas
des Congolais qui se réveillent et qui comprennent que, par exemple, Marie-Josée Fokou, elle n'est pas venue jouer. Marie-Josée Fokou, ne la regardons pas comme une femme. Vous n'êtes pas venu pour embellir la candidature présidentielle, parce qu'il y a des qui disent, bon, c'est ça, c'est la fleur qui embellit l'espace des candidats présidentiels. Je voudrais dire, vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé en Israël et qu'on dit à un moment donné dans la Bible, ils n'ont même pas su qu'ils ont été visités. Moi, je ne me suis pas levé pour m'amuser. Je suis désolé si je suis une belle femme. J'y peux rien. Ça, c'est le Seigneur. Mais je ne devrais pas me cacher ou me retirer parce que je suis une belle femme. Mon souci, mon réel problème, c'est que c'est possible qu'en un seul mandat, d'apporter une nette différence comment dire, à la vie au quotidien du peuple congolais. Il y a une nette différence à apporter. Je demande ça au peuple congolais. Accordez-moi un mandat. Je suis la seule femme. Osez. Vous n'avez rien à perdre. En 58 ans, vous n'avez rien vu. En 58 ans, vos problèmes n'ont pas été résolus. En 58 ans, au contraire, on a reculé même. Mais aujourd'hui, il y a une femme qui est candidate aux élections présidentielles, la seule femme. Donnez-moi cette opportunité, un seul mandat. J'en demande même pas deux. C'est le peuple qui décidera, maman, continuez. Mais moi, je demande un seul mandat. Donnez-moi un seul mandat, vous allez voir que rien qu'avec le sérieux, la responsabilité, l'engagement, l'amour pour son peuple, on peut apporter une grande différence. On peut changer véritablement le pays. Vous avez mis l'accent sur la beauté de la femme. Marie-Josée, vous avez dit c'est un don de Dieu, vous ne pouvez rien faire, vous êtes belle. Mais les hommes disent que la beauté est un handicap pour les femmes qui veulent faire quelque chose de sérieux. Est-ce vrai? Est-ce que vous partagez cet avis? Qu'être belle peut être un handicap pour une femme qui veut devenir présidente. Mais vous venez de le dire vous-même tout à l'heure, que certains font des commentaires en disant elle embellit. Sur les 21 candidatures, ben, heureusement qu'elle est là, elle embellit un peu. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ça peut être un handicap lorsqu'on est sérieux, on est une femme sérieuse qu'on veut travailler. Oui, ça peut être un handicap parce qu'on vous regarde plus pour votre beauté et on s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas être comme ça et puis être sérieux en même temps, ou peut-être vouloir être engagé ou responsable et faire un travail aussi sérieux. Alors les gens vous limitent. Et aujourd'hui, pour moi, ça devient un handicap. C'est pas moi qui ai dit que je suis belle, hein. C'est les autres, c'est vous qui l'avez dit. Hein, parce que moi, je voudrais pas que ça soit moi qui l'ai dit parce que c'est pas ce qui est important pour moi. Mais c'est les autres qui les disent. Alors en se disant, ben, une belle femme comme ça, ça m'étonnerait, est-ce qu'elle peut être intelligente, elle peut utiliser sa beauté ailleurs, justement. Justement, je voudrais démontrer qu'on peut être belle et intelligente. Un cocktail que j'aime beaucoup, belle et intelligente. C'est ça, donc il faut pousser les femmes. Vous aussi. Merci beaucoup. Nous prenons un autre sujet qui me fend le cœur, Marie-Josée. Il faut que c'est le viol des femmes en République démocratique du Congo. Vous avez vu le prix Nobel reçu par le docteur Mukwege, qui a été timidement ou tièdement reçu ici en République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture de ce fait? Est-ce que le viol aujourd'hui, c'est pas quelque chose que les ONG d'extérieur, que les Canadiens peut-être, je prends l'exemple parce que vous venez de là, que les Occidentaux utilisent aussi pour détruire un peu cette image. Les multinationales, vous avez parlé des multinationales et autres. Aujourd'hui, le viol est une arme de guerre aujourd'hui. Pour vous, quand vous serez président de la République, je reviens, comment ferez-vous pour lutter contre ce fléau qui détruit la femme, le corps, l'âme et l'esprit de la femme? Le viol aujourd'hui au Congo, c'est vraiment une arme de guerre. C'est qu'on a vu, j'ai suivi, j'ai regardé le film du docteur Mukwege. Sur TV5, c'était poignant. C'était horrible. Il n'y avait pas de mots. J'ai eu à regarder ça une première fois, ça... Il n'y avait pas de mots. Il y a plusieurs années, j'avais regardé ça une première fois. Je viens encore de regarder ça dernièrement lorsque le docteur a eu le prix Nobel. Et c'est inadmissible. Ce qui me dépasse ici aujourd'hui, d'abord, on voit qu'il n'y a pas de cohésion nationale. Ce qui se passe à l'Est, on croirait que c'est dans un autre pays. On n'arrive pas à comprendre que c'est dans le Congo. Nous nous levons, nous vivons comme si de rien n'était. Et je voudrais vraiment sensibiliser la femme par rapport à cela, avant de parler par exemple de multinationales comme vous l'avez dit. Et là, je ne m'en prends pas seulement à l'État congolais, je m'en prends à tout le monde. Aux multinationales, il faut vraiment cette fois-ci qu'on... Aux multinationales, au monde entier, aux gens qui nous observent, aux gens qui nous regardent, ils sont conscients, ils savent ce qui se passe là-bas. Les Nations Unies sont là-bas aussi. Je me pose cette question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret qu'il y a derrière ça pour maintenir ces femmes-là dans une telle humiliation, dans une telle torture? C'est une horreur, c'est que ces femmes-là vivent. Mais le monde entier observe, regarde, personne ne dit mot. Alors, j'ai hâte d'arriver à la tête de ce pays pour pouvoir faire quelque chose. Je ne pourrais pas, je me pose la question de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cela. Ça ne peut pas se limiter juste à des milliards de dollars. C'est une honte pour le monde entier ce qui se passe là. On ne doit pas s'en prendre qu'au gouvernement congolais. Moi, je m'en prends au monde entier.
à tous ces grandes ONG qui sont là et qui regardent, qui se battent normalement pour protéger la femme. Mais qu'est-ce qui se passe avec le viol qui est à l'Est? Oui, c'est bien beau. On a offert le prix Nobel au docteur Mukwege. Nous sommes très fiers de docteur Mukwege. Ce monsieur-là représente la femme. C'est notre honneur, c'est notre dignité, ce monsieur-là. Mais le prix Nobel en soi cache quoi derrière? Je me pose la question. Revenons à l'international, cette étude comparative, le président du Libéria, c'était une femme avant George Weah. Vous êtes sûr qu'elle a apporté un changement au Libéria? Si vous avez une idée, est-ce qu'en tant que femme ou en tant que présidente, elle a changé quelque chose au Libéria selon vous? Oui, c'est clair qu'elle a eu à apporter un changement. Parce que partout où la femme gère, c'est vrai que ce n'est pas facile pour nous de gérer parmi autant d'hommes, mais le niveau de vie a changé. Je n'ai peut-être pas les chiffres avec moi, je lisais dernièrement sur elle, le niveau de vie où elle avait trouvé son pays, le niveau social, avec... Le Libéria sortait juste des guerres civiles. Oui, le Libéria sortait exactement. Des guerres civiles. D'abord, comme je vous dis, le niveau social a changé, c'est vrai, et elle a ramené la paix dans son pays aussi. Et le fait d'avoir une femme à la tête d'un pays joue un grand rôle. Parce que nous, les femmes, on ne va jamais rechercher les guerres. Déjà, dans notre nature, même quand on joue, on est enfant, tu vas voir le jeune garçon va tendance à jouer à la guerre, va jouer à des jeux assez... des jeux de muscles, alors que la femme, ce n'est pas le cas. Donc, une femme à la tête de pays, tu vois, le fait de ramener déjà la paix dans un pays, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on ne parlera plus déjà de viol. Et... le fait qu'il y ait une femme à la tête d'un pays, elle ramène le dialogue. Elle ramène le dialogue parce que le but, nous n'allons pas chercher à acheter des armes de guerre inutilement. Nous allons plutôt avoir tendance à développer la diplomatie de proximité, le dialogue avec les pays limitrophes, avec les pays voisins. Et lorsqu'on développe ce dialogue-là, il y aura un intérêt et on cherche aussi à avoir un partenariat économiquement parlant. Donc lorsqu'on aura un intérêt économique ensemble, c'est clair que nous allons éviter les guerres. Vous avez mis l'accent sur les pays voisins, nos 9 pays hostiles, moi je le dis aujourd'hui, vu ce qui se passe en Angola. Vous avez dit développer un partenariat. Quand vous serez président de la République, s'il y a une situation pareille comme ce qui se passe en Angola, quelle sera la réaction de Marie-Josée Ifoko? Coup sur coup, ou vous allez aussi rapatrier d'office les Angolais qui n'ont pas de papier, puisqu'on a l'impression que notre diplomatie est lente, mais on dit que c'est agissante, mais les gens ne voient pas les solutions. Quelle sera la réaction du coup de Marie-Josée Ifoko face à Nous allons respecter le droit de l'homme. Nous n'allons nécessairement pas se comporter ainsi. C'est clair qu'en niveau diplomatique, il y a la réciprocité. Exactement. Renvoyer par exemple l'ambassade. Il y a la réciprocité qui peut se faire au niveau diplomatique. Mais dans ce cas humanitaire, nous allons respecter quand même les textes légaux. Nous y tenons. Mais moi, je voudrais vous rassurer qu'une personne comme moi à la tête du pays, ce genre de problèmes arriveront peu. Parce que déjà, les Congolais vont rentrer d'eux-mêmes. Ça, je peux vous le garantir. Parce que nous allons avoir une politique où nous allons encourager le Congolais à comprendre que je cherche à leur redonner leur dignité, leur fierté d'être Congolais. Si les Congolais sont nombreux à l'extérieur du pays, plus de 8 millions, 9 millions de Congolais sont à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de vivre à l'extérieur. Ce n'est pas le paradis là où ils sont. Ils fuient la misère, ils fuient la souffrance. Ils cherchent une vie, ils cherchent des solutions. Mais lorsque Marie-Josée arrive au pouvoir, Marie-Josée, lorsque vous allez entendre mon programme, ça ne pourra qu'encourager les Congolais de rentrer. Parce qu'ensemble, nous allons construire le pays. Ce n'est pas un pouvoir de Marie-Josée, ça sera le pouvoir du peuple congolais. Parce que nous allons travailler. Notre vision, c'est que le peuple adhère à cette vision-là. C'est une gestion qui sera participative. Ce n'est pas une gestion où Marie-Josée va se retrouver, va devenir toute puissante, avoir de gros moyens. Non. Moi, je l'ai dit, mon salaire sera connu de tous. Les salaires des ministres, ce ne sera pas un secret. Quelqu'un m'a dit, la dernière fois, je parlais de la rétrocession de la province de la Tchouap. Ah non, ce sont des secrets d'État. Quel secret d'État? Ce n'est pas un secret d'État. Les gens doivent savoir. Les chiffres. Oui, ils doivent connaître les chiffres. Oui, ils doivent connaître les chiffres. On est en train de gérer quand on est élevé en dignité, comme on aime dire des grands mots ici chez nous, mais c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Donc nous devons rendre compte à l'État congolais. Une femme a été nommée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Mishikiwabo. Votre réaction, vous êtes contente parce que c'est une femme, mais beaucoup de Congolais ont été blessés dans leur orgueil, entre guillemets, parce que le Rwanda n'étant plus vraiment, ne faisant vraiment plus partie de la francophonie et tout ça. Et on s'est dit, il n'y a pas de femmes en République démocratique du Congo qui peuvent se lever ou qui ont pu se lever pour prendre cette place. Est-ce qu'on manque des intelligences ici en RDC pour avoir ce poste-là de secrétaire général où l'OIF aujourd'hui est devenu tout simplement l'appendice de la France? Quelle est votre réaction par rapport à ça?
Contente pour Michiki Kiwabo d'abord? Bon, contente d'abord, comme vous l'avez dit vous-même. En tant que femme, je vois qu'il y a cette solidarité-là. Vous aussi, vous l'avez dit. C'est une femme. Avant elle, il y avait Michael John qui était une femme déjà. Donc, ça nous fait plaisir de voir que le monde doit commencer à s'habituer à voir les femmes dans ces sphères politiques. Donc, c'est une bonne chose de voir encore une autre femme la remplacer. Mais c'est vrai que la question demeure. Est-ce que c'est pour quel enjeu politique d'avoir une femme, mais d'origine, enfin une femme rwandaise, alors que un pays qui est bilingue, mais plus tendance anglo-saxon, et nous, le Congo, qui est le plus grand pays de la francophonie, je trouve que c'est une honte. C'est une honte pour le Congolais. C'est une véritable honte. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions retrouver notre dignité. À regarder ça, quand tu regardes ça, juste, il n'y a pas de mots pour pouvoir expliquer ça. C'est une honte pour le Congolais. C'est une honte. Je vais terminer par... J'ai vu votre photo, vous tenez un balai. Quelle est la symbolique? Ça signifie quoi ce balai? Parce que le balai en Afrique, on sait c'est pour balayer, mettre les détritus dehors. C'est ça, le rendre propre. C'est ça la signification de ce balai que vous tenez? Oui, c'est ça, puisque le balai sert à nettoyer, à rendre propre, comme vous l'avez dit. Mais c'est en 3 dimensions, 3 étapes. D'abord, c'est un nettoyage personnel. C'est ce que je vous ai dit, à l'intérieur de soi. C'est le travail que j'ai fait, que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui m'a poussé à recouvrer mon identité congolaise. Et je vous ai dit que ce n'était pas facile. Mais je voulais redevenir congolaise. Je voudrais être fière, je voulais, enfin à l'époque, être fière d'être une Congolaise. Donc avant d'aller en faire un discours pour les autres, il fallait que je vive cette expérience-là. Donc je fais ce travail-là moi-même d'abord. J'ai nettoyé. Et à un moment donné, il fallait que j'accepte d'être congolaise. Et la seule manière, c'était en redevenant pleinement congolais, puisque c'est ce que la loi dit. Donc je fais ce travail-là en faisant un nettoyage à l'intérieur. J'ai fait la paix avec moi-même, avec mon Dieu, avec les miens. Donc c'est ça le balai d'abord, un nettoyage intérieur, un changement de mentalité. Le fait de vivre à l'extérieur aussi, on avait une autre mentalité. On avait tendance à se croire plus que les autres, mieux que les Congolais, parce que nous vivons à l'extérieur. La diaspora. Oui, la diaspora. On a un orgueil, on avait un orgueil aussi un peu démesuré. Mais en redevenant congolaise, j'ai accepté qui je suis. Je vous ai expliqué ça. Si vous me suivez bien, je dis même au niveau de mon travail, moi je vis ma vie, j'accepte ce que je suis. Si aujourd'hui je gagne 100 $, je peux vous rassurer, je vivrai avec mes 100 $. Ça ne me posera pas un problème de rechercher des biens qui me coûtent plus cher. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là interne de nettoyage où j'ai été jusqu'à redevenir pleinement congolaise pour comprendre ma condition de femme congolaise. Et je l'ai bien comprise. Après, la deuxième étape, c'est autour de soi. Donc, et ce travail-là que je vous ai dit, vous le faites avec soi-même et avec votre Dieu. Chacun a son Dieu, mais moi, c'est Jésus-Christ. Je fais ce travail-là avec lui. Et après, je fais le travail autour de moi, donc ma famille, mon environnement, au niveau de mon travail. Parce que quand je suis rentrée vivre ici, j'avais une autre culture. Donc, il fallait aussi me réintégrer, redevenir congolaise. Ce n'était pas facile. On a notre culture aussi en tant que congolaise qui n'est pas facile non plus à accepter pour des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, j'ai appris à accepter les autres Congolais, leur façon d'être, leur humour, leur autodérision que j'adore. La quinoiserie, voilà exactement les expressions un peu spéciales. Et après, le nettoyage au niveau de la nation. Ceux qui ne sont pas dignes de conduire cette nation-là, nous allons aussi nettoyer. Et ceux qui veulent avec nous, justement, nous nous trouvons au centre politiquement. Donc, nous pouvons prendre ceux qui sont dans la majorité, ceux qui sont dans l'opposition. Il y a des gens extraordinaires partout, que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition. Nous allons travailler avec tout le monde. Mais ceux-là qui ne vont pas comprendre qu'il va falloir nettoyer, on n'aura pas le choix, on va le faire. On va les balayer. Ah, on va balayer. Balayer citoyens. Donc, on va terminer par cette question de curiosité. Une internaute m'a dit de vous poser cette question. Une femme avec 100 000 $, qui est derrière les soutiens politiques de Marie-Josée Ifoko? Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai ouï dire que c'était l'Ouganda que vous avez soutenu. Wow. Si c'est vrai ou c'est faux, que Marie-Josée Ifoko est allée nuitamment en Ouganda pour prendre ses 100 000 $, je suis avec vous, démentir ou infirmer cette information. Une femme avec 100 000 $. Ça suscitait beaucoup de curiosité. Bon, d'abord, l'Ouganda, je ne sais pas pourquoi l'Ouganda. Peut-être parce que j'avais fait un voyage à l'Ouganda, mais il y a longtemps. Non, mais je le dis, peut-être. J'ai été à Brazza avant, donc ils auraient pu dire aussi Brazza. Ouais. J'étais à Brazza. Je vous ai dit, j'étais à Brazza une semaine avant de poser ma candidature. J'étais à une conférence une église avait préparé une conférence de 3 jours. J'y étais pendant 3 jours pour me préparer. Et juste avant aussi, il y avait Global, j'oublie le nom, Sur la paix, c'est Sur la paix, qui était organisé à Ouganda. Ils sont arrivés d'ailleurs, ils sont venus il y a 3 semaines, ils étaient ici quand on s'est rendu. Ce n'est pas juste l'Ouganda, c'est plusieurs pays, ce sont des Coréens qui sont à l'origine de cette organisation-là, Sur la paix dans le monde. Donc j'ai été invité
à cette organisation-là sur la paix. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Et le président ougandais aussi était venu. Les Congolais avec les raccordements frauduleux. Exact. Mais c'est ça que je vous explique. C'est comme quand je suis partie traverser. Elle est partie avec un passeport canadien. Okay. Ça, j'ai dit, c'est incroyable. Mais moi, je comprends le Congolais. Parce que quand les gens me le disent deux fois, j'ai dit, non, je les comprends. Un peuple qui n'a pas des réponses à ces questions, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il doit faire travailler ses ménages. Ce sont des supputations. Exactement, il n'a pas le choix. Il doit rechercher les réponses lui-même. Et moi, je pense que c'est normal, je les comprends. Mais avec une personne comme moi, ça n'arrivera pas. La preuve, je vous explique. J'ai dit oui, ce n'est pas une cachotterie. J'ai été à cette organisation-là. Ils sont arrivés d'ailleurs, cet ambassadeur-là est arrivé ici. Nous sommes en train d'organiser un grand événement et ça va avoir lieu l'année prochaine, ici à Kinshasa, sur la paix. Donc c'était un travail sur la paix. Je suis même passé dans les ondes, dans les médias là-bas en Ouganda. Ce n'était pas un secret, j'ai des photos là-dessus qu'on a prises. C'était une grande organisation. Donc voilà, ça j'ai dit que les gens adorent raconter des choses et c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas de réponses à leurs questions. Et pour parler des 100 000 $, les gens oublient, bon, je ne dis pas que je suis hyper riche, je suis millionnaire, loin de là. Mais non seulement nous sommes un parti politique, donc il y a des gens qui ont contribué, mais je ne suis pas non plus quelqu'un, j'étais directeur général là, s'il vous plaît. Hein, donc j'étais directeur général et j'ai gagné aussi des commissions officielles, hein, pas des commissions comme les Congolais les comprennent. J'avais des commissions payées officiellement, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ose pas citer les chiffres, donc 100 000 $. Pour moi, c'est rien, même si on pouvait vérifier mes comptes, c'est rien, 100 000 $. Donc, j'avais ces 100 000 $ là. Mais moi, je ne me suis pas limité à 100 000 $. Mon souci, c'est 80 millions de personnes qui vivent dans l'humiliation totale. On ne peut pas être aussi riche et aussi... pauvre, le paradoxe congolais. Oui, pauvre. Et pas seulement pauvre, mais une pauvreté humiliante. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on regarde, à chacun ses soucis. Moi, c'est ça mon souci. Quand je suis parti vivre à la Tchouapa comme gouverneur, d'abord comme commissaire spécial adjoint, en un mois, je vous dis bien, un mois, j'ai retapé la maison de l'État. J'ai fait venir des carreaux avec mes propres fonds. Carreaux, salle de bain, baignoire, peinture, vitre. J'ai tout refait une maison de l'État. Je n'ai pas été payé totalement, mais j'ai refait ça parce que pour moi, mon environnement est très important. Donc, là où je vis, c'est très propre, c'est très bien aménagé, avec mes moyens. Donc, je l'ai fait. Donc, juste pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette saleté-là. Moi, je me promène dans la ville de Kinshasa, j'aime pas. Je trouve que c'est sale, c'est pas normal, on ne peut pas vivre dans une telle... Est-ce que vous n'avez pas visé un peu trop aussi? Pourquoi pas être gouverneur de la ville de Kinshasa, mais pourquoi viser trop? Les hommes qui sont là pour revenir à vous poser la question, vous êtes une femme comme moi. Les autres hommes, eux, ils peuvent viser haut. Est-ce que vous posez cette question-là parce que je suis une femme? Vous poserez la même question à un homme? Je vous pose la question. Voilà, une femme de poigne. Pourquoi seulement la femme? Voilà, j'ai reçu Marie-Josée Foucault qui vous a donné en tout cas un peu les réponses à vos questions. Nous sommes en train d'atterrir, la télé, c'est le temps. Le message à ces femmes du monde entier, pour vous, les femmes doivent entrer en politique active pour changer les choses. Le message à toutes les femmes du monde qui vous suivent. Absolument. Il faut que les femmes se lèvent. Excusez-moi, il faut que les femmes entrent dans la politique parce que c'est là que se prennent les décisions qui nous gèrent au quotidien. Donc moi, j'encourage les femmes, toutes les femmes du monde entier, à entrer en politique pour que nous puissions apporter un équilibre dans la gestion de la chose de l'État. Apportons l'équilibre. Merci donc Marie-Josée Foucault. L'international, c'est ça, c'est un peu soufflé. Que vous compreniez les réponses des invités qui viennent. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. J'ai, avec un cœur plein de joie, reçu l'unique et la seule candidate femme pour les élections présidentielles en République démocratique du Congo. C'est pas que j'invite les femmes à voter femmes, c'est pas jeune contre... mais en tout cas, elle a développé ses idées. Votez-la pour son intelligence, c'est pas parce qu'elle est femme, je le dis, moi je le dis ouvertement, il faut voter quelqu'un pour ses compétences, son intelligence, et vous avez, je crois, situé un peu où se situe Marie-Josée Foucault par rapport à d'autres candidats que nous avons déjà eu la chance ou la malchance de suivre dans les ondes de nos télévisions. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec le même plaisir. Next time. Au revoir.